Le film commence à Buffalo, dans l'État de New York, où nous faisons la connaissance d'un homme nommé Henry, qui travaille dans une cabine de péage et mène une vie terne et monotone. Un matin, après avoir terminé son service de nuit, il rentre chez lui pour prendre le petit déjeuner avec sa femme, Debbie. Pendant qu'ils discutent, elle évoque son désir d'avoir un enfant, mais Henry semble hésitant à cette idée. Cela attriste Debbie, qui lui demande s'il l'aime encore. Il répond oui, mais son visage laisse entendre le contraire. Leur conversation est soudain interrompue par un coup à la porte. C'est Eddie, l'ami d'Henry, accompagné d'un homme nommé Joe, qui vomit abondamment dans le jardin. Ils le font entrer, et Debbie, qui est infirmière, s'occupe de lui. Eddie explique ensuite qu'ils allaient jouer au baseball, mais puisque Joe est malade, il ne peut plus participer, alors il invite Henry à venir à sa place. Bien qu'il soit d'abord réticent, Henry finit par accepter. Peu après, ils arrivent devant une banque de Buffalo, où Eddie et son ami prétendent vouloir simplement retirer de l'argent au distributeur. En réalité, ils sont des braqueurs, ils mettent des masques et pénètrent dans la banque avec des armes. Confus, Henry reste dans la voiture et découvre rapidement que le véhicule est volé et a été démarré en bidouillant les fils. Quelques instants plus tard, l'alarme de sécurité retentit, et Eddie et son complice s'enfuient. Un agent de sécurité, Frank, remarque qu'Henry porte le même maillot que les braqueurs et le retient. Au commissariat, la police comprend vite qu'Henry n'est pas l'un des voleurs et lui demande le nom de ses amis, mais il refuse de parler. Le pauvre homme est alors condamné à 3 ans de prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Là-bas, il rencontre son compagnon de cellule, Max, un ancien détenu. Max lui demande pourquoi il est là, et Henry explique qu'il a été reconnu coupable de vol de banque, bien qu'il ait été faussement accusé. Les deux hommes deviennent de bons amis, et Max, qui semble sage, dit à Henry que le vrai crime est de ne pas poursuivre ses rêves. Il ajoute que tous les prisonniers ici avaient autrefois de grands rêves, mais que quelque chose a mal tourné dans leur vie et les a menés là. Quand il demande à Henry quels sont ses rêves, ce dernier avoue, à sa grande surprise, qu'il n'en a aucun. La scène se déplace 6 mois plus tard, Debbie rend visite à Henry en prison et lui révèle qu'elle est tombée amoureuse d'un autre homme. Étrangement, Henry ne semble pas blessé et lui souhaite simplement d'être heureuse. 1 an plus tard, on voit Henry passer du temps avec Max et d'autres détenus. Max confie que, chaque fois qu'il a une audience pour une libération conditionnelle, il dit au comité que s'il sortait, il rentrerait chez lui, tuerait son chien, brûlerait sa maison et couperait la langue de tous ceux qui respirent. Il explique qu'il ne veut jamais quitter la prison, qu'il considère désormais comme son foyer. Plus tard, Henry lui demande quel est son rêve, et le vieil homme répond qu'il le vit déjà, rester en prison. Un certain temps passe, et c'est au tour d'Henry d'avoir son audience. On dirait qu'il ne veut pas partir non plus, mais Max l'encourage à bien se comporter et espère qu'ils ne se reverront jamais. Finalement, Henry obtient sa libération anticipée. De retour chez lui, il découvre que Debbie est désormais avec Joe et qu'elle est même enceinte. Tandis qu'il rassemble ses affaires, Joe vient lui proposer un travail, mais il s'avère que c'est une arnaque pyramidale, alors Henry refuse. Joe le remercie de ne pas avoir donné son nom à la police, mais Henry lui répond qu'il ne connaît même pas le sien. Ce soir-là, Henry regarde une publicité à la télévision dans laquelle une femme promeut la loterie locale, appelée Buffaloto. Le lendemain, ennuyé et ne sachant que faire, il retourne devant la banque de Buffalo et se met à la fixer sans raison. Soudain, une voiture surgit de nulle part et le renverse. La conductrice est une femme nommée Julie, qui le traite aussitôt d'idiot. Mais Frank, l'agent de sécurité, la réprimande pour avoir parlé au téléphone au volant. Il se montre aimable et aide même Henry à se rendre dans un café voisin. Julie lui propose de l'emmener à l'hôpital, mais Frank assure qu'il va bien, et Henry se rend compte que c'est la même femme que dans la publicité de la loterie. Après le départ de Julie, Frank va aux toilettes et lit un vieil article de journal accroché au mur. L'article raconte un braquage de la banque de Buffalo qui a eu lieu dans les années 1930, pendant la Prohibition. Le cambriolage avait été commis par un gang de criminels utilisant un passage souterrain autrefois employé par les contrebandiers d'alcool. Ce passage se trouvait sous un théâtre adjacent, où la bande avait réalisé un casse de plusieurs millions de dollars. En découvrant cela, Henry a une idée et rend visite à Max en prison. Il lui confie que son rêve est de braquer la banque de Buffalo, le même crime pour lequel il avait été injustement condamné. Il demande à Max de l'aider, mais le vieil homme est choqué par un rêve aussi absurde et refuse de quitter la prison, chez lui. Henry insiste, le suppliant de ne pas gaspiller sa vie et de ne pas mourir derrière les barreaux. Ensuite, Henry se rend au théâtre voisin de la banque, où il aperçoit Julie répétant une pièce russe avec sa troupe. Le metteur en scène se montre très dur et la réprimande pour sa mauvaise performance, ce qui la frustre. En la voyant bouleversée, Henry l'aborde, et ils vont ensemble dans un café proche, où il fait l'éloge de son jeu d'actrice. Flatté,
Julie le remercie aussi de ne pas l'avoir poursuivi en justice pour l'accident. Dans une autre scène, on voit Max à une nouvelle audience de libération conditionnelle. Cette fois, il se comporte bien et obtient enfin sa liberté. Quelque temps plus tard, Henry vient chercher Max, mais ce dernier est stupéfait de voir qu'Henry n'a même pas de voiture. Agacé, il veut retourner en prison, mais Henry le calme en lui expliquant que la gare routière n'est pas loin. Ensuite, ils commencent à planifier le braquage et vont dans un café, où Max remarque que la carte qu'ils utilisent a 80 ans. Il dit que ce plan est insensé, car ils ne peuvent pas se fier à un journal aussi ancien. Il demande à Henry s'il a une arme, mais celui-ci répond non, car il ne veut blesser personne. Les deux hommes se rendent alors à la banque, où ils prétendent être de nouveaux clients. Max use de son charme pour pousser l'employé à parler de l'histoire de la banque. Celui-ci raconte que, quand il était enfant, son oncle avait déposé tout son argent dans un coffre ici et disait que l'endroit durerait 300 ans. Max demande si le coffre est toujours au même endroit qu'avant, et l'employé confirme que tout est resté identique depuis 1891. L'employé leur demande ensuite quel type de compte ils souhaitent ouvrir, mais les deux hommes répondent qu'ils vont y réfléchir et s'en vont, pendant que Frank les observe discrètement. Ensuite, il se dirige vers le théâtre pour chercher le tunnel et tombe à nouveau sur Julie. Max lui raconte qu'il a autrefois été acteur et qu'il jouait dans ce même théâtre. Il use de son charme pour se lier d'amitié avec un employé, Simon, et lui demande de leur faire visiter les lieux. Pendant la visite, Max évoque le vieux tunnel d'autrefois, et le naïf Simon lui révèle que la sortie du tunnel se trouve dans la loge du premier rôle masculin, mais qu'elle a été murée en 1931. Max se propose alors de travailler au théâtre, et Simon accepte avec enthousiasme. Pendant ce temps, Henry et Julie discutent, et elle lui demande si Max est son père, ce qu'il nie. Puis elle lui demande ce qu'il fait dans la vie, et il lui avoue qu'il vient tout juste de sortir de prison. On sent qu'il commence à éprouver des sentiments pour elle, alors il l'invite à dîner après la répétition, et elle accepte. Le soir venu, Henry se prépare soigneusement pour son rendez-vous et arrive au restaurant, où Julie arrive en retard, épuisée et stressée. Elle lui confie qu'elle en a assez de cet endroit et qu'après la pièce, elle compte partir à Hollywood pour poursuivre une carrière d'actrice. Elle lui demande pourquoi il est allé en prison, et Henry explique qu'il croyait aller jouer au baseball et qu'il a été faussement accusé. Il lui révèle ensuite qu'il prévoit de braquer la banque pour de vrai cette fois, ce qui la choque et la fait rire à la fois. Après cela, ils vont chez elle, où Julie lui fait lire le script et répéter un rôle. Elle lui demande de jouer le personnage principal, et, à sa grande surprise, Henry s'en sort brillamment, révélant un talent naturel pour le jeu. De fil en aiguille, ils finissent par faire l'amour passionnément cette nuit-là. Le lendemain, Henry emmène Julie chez lui, où Max, ne l'ayant pas remarqué, laisse échapper un mot sur le braquage. Pris de panique, il s'interrompt, mais Henry le rassure en disant que Julie est au courant et ne dira rien. Max se fâche qu'il lui ait parlé du plan, mais Henry parvient à l'apaiser en lui offrant du bacon. Plus tard, Max arrive au théâtre pour commencer à travailler et comprend vite qu'ils doivent accéder à la loge du rôle principal masculin. Cela leur permettra d'atteindre l'ancien tunnel et de creuser sans que personne ne s'en aperçoive. Il imagine un plan, écarter l'acteur principal et le remplacer par Henry. Ce dernier pense que c'est une mauvaise idée, n'ayant aucune expérience en comédie. Le lendemain, l'acteur principal quitte la pièce, car il a reçu une offre plus prestigieuse ailleurs. Le metteur en scène et l'équipe sont frustrés, et Max profite de la situation pour tenter de convaincre Julie qu'Henry est parfait pour le rôle. Elle refuse, soulignant qu'il n'a jamais joué de sa vie, mais Max insiste et finit même par lui révéler que cela aiderait pour leur braquage. Julie est choquée de comprendre que Max a tout organisé pour cette raison, mais accepte à contre-cœur de recommander Henry. Le metteur en scène refuse d'abord de l'engager, mais lui accorde une audition. Celle-ci commence très mal, puis Henry se transforme et livre une performance exceptionnelle, impressionnant tout le monde. Il obtient ainsi le rôle principal, ce qui lui donne accès à la loge et donc au tunnel menant au coffre-fort de la banque. Bientôt, les deux hommes percent le mur de la loge et découvrent que le tunnel est scellé. Comprenant qu'ils ne pourront pas finir seuls, ils décident d'engager quelqu'un. Ce soir-là, ils rencontrent Joe, déprimé après l'échec de son système pyramidal qui l'a ruiné et l'empêche désormais de subvenir aux besoins de Debbie et du bébé. Les deux hommes lui proposent de rejoindre leur équipe pour le cambriolage, et le malheureux accepte avec empressement. Durant les jours suivants, le trio travaille sans relâche à creuser le tunnel, tandis que Henry s'entraîne tout aussi assidûment pour son rôle dans la pièce. Un soir, alors qu'ils quittent le théâtre, Frank surgit soudain de nulle part et les arrête. Il leur dit qu'il les observe depuis qu'il les a vus pour la première fois à la banque et qu'il a remarqué qu'ils rôdaient souvent autour du théâtre. Frank avoue qu'il soupçonne qu'ils préparent un braquage, mais il ne veut pas les dénoncer et il veut en faire partie. Il explique qu'une fois par mois, un fourgon blindé vient récupérer l'argent des agences partenaires et l'apporte au coffre,
déposant parfois entre 8 et 12 millions de dollars. Il leur propose donc d'être leurs complices à l'intérieur, promettant de les aider à contourner la sécurité et à désactiver l'alarme. Cependant, le trio se méfie et pense qu'il pourrait s'agir d'un piège. Il demande à Frank pourquoi il fait tout cela. L'homme se confie, il raconte qu'il y a des années, sa femme est tombée gravement malade, et malgré ses 30 années de service à la banque, personne ne lui est venu en aide. Il a dépensé toutes ses économies pour la soigner, mais elle est morte, le laissant ruiné et brisé. Il leur révèle qu'il part à la retraite dans 2 semaines et qu'il veut assurer sa sécurité financière. Touchés par son histoire, ils acceptent finalement de l'intégrer au plan. Le lendemain, au théâtre, les répétitions se déroulent comme d'habitude, mais le metteur en scène continue de reprocher à Julie son manque d'émotion. Il lui dit qu'elle n'a jamais aimé personne et qu'elle ne comprend donc pas les sentiments. Julie se sent blessée, éclate en sanglots et s'en va, suivie d'Henry. Il tente de la réconforter, et elle lui explique qu'elle est une excellente actrice, mais que les gens lui ont toujours dit qu'elle était froide comme la glace. Henry la rassure en lui disant que ce n'est pas vrai, puis il l'embrasse, leur relation semble devenir plus profonde. Cette nuit-là, Henry et Max préparent le braquage lorsqu'on frappe soudain à la porte. Henry ouvre et reste stupéfait en voyant Joe accompagné de son ami à problème, Eddie. Il s'avère que Joe, ivre, a tout raconté à Eddie, qui veut maintenant participer au cambriolage. Max ne l'aime pas d'emblée et affirme que Joe a probablement dit n'importe quoi et qu'il ne prépare rien, mais Eddie ne le croit pas. Une dispute éclate, manquant de tourner à la bagarre, jusqu'à ce qu'Henry intervienne et, à contre-cœur, accepte d'inclure Eddie dans le plan. Le lendemain, Henry arrive au théâtre et découvre que la première de la pièce a été avancée à la même date que le braquage. Cela le met dans une position difficile, car il est tombé amoureux de Julie et ne veut pas l'abandonner. Mais Max lui rappelle qu'il l'a sorti de prison pour cette mission et qu'il ne peut plus reculer. Le soir, Henry annonce à Julie qu'ils doivent braquer la banque le soir de la première, ce qui signifie qu'il devra partir ensuite. Julie est furieuse, d'autant plus qu'Henry est désormais le rôle principal et que la pièce ne peut pas se jouer sans lui. Elle pense qu'il s'est servi d'elle pour accéder au théâtre, mais Henry tente de la convaincre du contraire. Il la supplie de le rejoindre en Californie après le braquage, mais elle refuse et lui dit qu'il peut partir. Quelques jours plus tard, la grande soirée arrive enfin, tout le monde au théâtre est occupé à préparer la première. Pendant ce temps, le fourgon arrive à la banque et entre dans le coffre, après quoi Frank donne le signal. Henry continue de jouer sa scène, puis se précipite pour aider ses amis dès qu'elle est terminée. Max, Joe et Eddie sont déjà dans le tunnel, prêts à poursuivre le cambriolage. Joe commence à se sentir mal et vomit encore, tandis qu'Eddie, habile avec les machines, utilise du matériel de soudure pour forcer l'accès au coffre. Finalement, ils réussissent à l'ouvrir et volent une énorme somme d'argent. Tout se passe bien, ils mettent les billets dans des sacs et les transportent dans la loge. Mais soudain, Eddie révèle son vrai visage, il pointe une arme sur Max et lui ordonne de s'écarter. Il demande à Joe de charger tout l'argent dans la voiture pour qu'il puisse partir. Joe le supplie d'arrêter, arguant qu'ils ont déjà leur part, mais Eddie refuse. À ce moment-là, Henry entre dans la pièce, et Eddie le menace à son tour en frappant Max avec le pistolet. Bientôt, Max se relève et désarme Eddie avant qu'il ne puisse s'en prendre à lui. Une lutte s'engage, et dans la bagarre, le coup part accidentellement, blessant Henry à la jambe. Max parvient ensuite à assommer Eddie et le laisse ligoter et bâillonner dans le tunnel. Le reste de l'équipe prend l'argent et part en voiture. En chemin, Henry demande soudain de s'arrêter, il doit retourner au théâtre. Joe ne comprend pas, mais Max, lui, saisit la situation et lui dit d'y aller. Henry revient au théâtre et interrompt la représentation, le sang coulant de sa jambe. Dans un geste audacieux, il déclare publiquement son amour à Julie, laissant celle-ci et le public sans voix. Par coïncidence, sa déclaration s'intègre parfaitement à l'histoire de la pièce, ce qui enthousiasme les spectateurs. En colère, Julie lui ordonne de partir, mais il refuse et la supplie de le rejoindre à Moscou. Elle dit non, mais le public se met à scander pour qu'elle accepte. Le metteur en scène, intrigué, tamise les lumières et invite Julie à donner sa réponse. Elle ne dit pas « oui » à voix haute, mais un sourire soudain révèle qu'elle a accepté son amour. Elle s'avance pour l'embrasser, et avant que l'on voie la suite, le film se termine.